L'objectif de ce séminaire, c'est que nous donnions le maximum d'informations sur le MBA, que nous lançons conjointement, l'Institut Escoffier et MBA ESG du groupe Galileo ensemble. Je pense que nous allons démarrer parce que nous avons une petite heure. Des personnes qui vont venir vont accéder au fur et à mesure. Il y a déjà une vingtaine de personnes, mais on va monter à facilement 80 ou 100 personnes tout à l'heure. Alors, le webinaire, il est enregistré. Donc, pour les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas pu venir, il y en a par exemple Fabio Meo, qui est le directeur des opérations du groupe Southern Cross Hotel, qui n'a pas pu venir. Et donc, ce n'est que partie remise parce qu'ils vont pouvoir visualiser le webinaire ensemble. Donc, avant de démarrer, je vais afficher à l'écran une présentation. J'espère que tout le monde la voit. En fait, l'objectif de ce webinaire qui va durer une petite heure. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? C'est que, bien entendu, nous allons parler du MBA ESG. Donc, je ferai une brève présentation de l'ESG, de Joël de Bourrienne, le responsable du programme, et bien sûr du groupe Galileo Global Education en quelques minutes, 5 minutes. Puis, nous allons, bien entendu, Joël va parler, lui, directement de MBA 1 première année et MBA deuxième année, donc une trentaine de minutes. Et nous allons garder questions-réponses pour la suite, juste après. Donc, à peu près 25 minutes, il y aura des personnes qui voudront poser des questions, qui pourront bien entendu poser des questions directement à Joël. Alors, sans plus tarder, parce que les personnes sont en train de venir au fur et à mesure, nous allons démarrer rapidement. D'abord, Galileo Global Education. C'est bon de savoir que Galileo Global Education, c'est quand même un leader mondial. C'est le troisième groupe mondial d'éducation supérieure privée. C'est le premier groupe d'éducation privée en Europe et en France aussi. Quelques chiffres rapidement, c'est 85 pays, 45 écoles ou universités, pardon, 45 écoles ou universités, 85 campus dans 13 pays à travers le monde, plus de 120 000 étudiants, donc c'est quand même énorme. Quelques établissements, on parle des établissements les plus prestigieux comme Paris School of Business, on parle de cours Florent, on parle de l'Atelier des Sèvres, on parle de l'Institut culinaire de France, on parle de Regent University à Londres, donc des établissements universitaires au Mexique, à Chypre, entre autres, hein, il y en a plusieurs, et bien entendu l'ESG qui est une école supérieure de commerce. Donc, si on revient sur l'ESG, il faut savoir que l'ESG a été fondé en 1974, donc qui comprend plus de 10 000 étudiants répartis sur 11 campus en France, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier, etc. Donc, les domaines de prédilection de l'ESG, c'est bien entendu les disciplines de gestion, c'est une école de commerce. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Joël de Bourrienne, le responsable du programme MBA Management et Marketing du luxe. Et Joël, aujourd'hui, rebonjour Joël, et on vous accueille en différé ou en direct pour ce webinaire, pour nous présenter le programme. Joël, vous êtes vous-même le responsable du MBA. Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter et après on pourra aborder la deuxième partie, c'est-à-dire nous parler directement de ce MBA. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi de participer à ce webinaire pour présenter la formation. Donc, moi, je travaille dans le secteur du luxe depuis que je travaille. J'ai démarré à 18 ans au sein de la maison Christian Dior pour financer mes études à l'époque. Et en fait, je ne suis jamais sorti du secteur. Donc, j'adore ce secteur qui est très particulier, où on travaille énormément et qui est toujours en croissance. Alors ça fait partie des grandes particularités, c'est que dans le secteur du luxe, on ne se pose pas trop de la question de savoir si on va être en croissance ou pas, mais plutôt quel va être le rythme de la croissance. Donc voilà, c'est quand même assez différent. J'ai rejoint donc le groupe ESG, donc alors à l'époque ça s'appelait juste ESG, et donc en 1999. Et on a lancé donc la formation avec un des tout premiers MBA qui a été lancé, qui fait son ancienneté aujourd'hui sur la formation, le marché de la formation dans le secteur du luxe, au début des années 2000.
Et donc maintenant, on a près donc 20 ans donc d'expérience dans le secteur en termes de formation. On a nos anciens, et évidemment que ce sont des pépites importantes qui sont présentes dans tous les groupes et à l'international, j'ai envie de vous dire, dans la majorité des pays qui concernent directement le secteur du luxe. Et donc moi, je pilote donc la formation luxe, mode et design et donc plus spécifiquement donc le secteur du luxe par rapport à notre sujet sur le MBA ESG Paris, donc qui est un MBA donc qui forme les étudiants sur 2 années, mais je pense que là on va avoir l'occasion de revenir sur le contenu. Bien sûr. Donc, Joël, excellent. Donc, vous avez toujours exercé dans le luxe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre le luxe à la française et le luxe à l'anglaise avant de commencer de parler du sujet? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a qu'un luxe qui existe, hein, le luxe français, et que nos amis britanniques nous copient. Ah Et bon, qu'en d'accord. général, quand les Britanniques font des choses magnifiques, ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient à Paris. Donc c'est Brumel, c'est Worth, c'est d'autres grands personnages comme ça, où c'est le développement du champagne que l'on voit beaucoup aux Anglais, mais depuis un produit évidemment typiquement français. Et donc c'est ce mélange, mais ce mélange, on le retrouve qu'à Paris, quelque part, donc en France, et j'ai envie de vous dire à Paris. Et donc on le doit évidemment à cette position géographique de la France, à toutes ces influences que l'on a et que l'on a eues. Et surtout, on le doit à des grands personnages dans l'histoire qui font cette particularité que depuis plus de 300 ans maintenant, la France est leader mondial dans le secteur du luxe et que quand on pense à une formation dans le secteur du luxe, il y a peut-être un pays qui revient en premier, la France et Paris en particulier. Nous sommes bien d'accord. Mais Joël, donc, pourquoi ce MBA? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce MBA? Pourquoi cet MBA a été classé 15e dans le classement universel des meilleurs MBA à travers le monde, et même classé 6e encore en France? Pourquoi en quoi cet MBA se distingue des autres et qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bien vu, aussi bien demandé? Alors, sur le dernier classement, on vient de rentrer dans le top 10 mondial, donc on est très content, parce que nous continuons Génial. à progresser. Donc, on est évidemment très, très content. L'idée, en fait, de ce MBA, c'est que c'est un MBA qui est piloté par des professionnels du secteur et on travaille avec les étudiants comme des professionnels. Et donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, on n'est pas à l'école, on est déjà dans un laboratoire de ce que sont les grandes maisons du secteur. Donc, les étudiants sont chez nous 2 journées par semaine et ensuite, ils peuvent être en entreprise. En général, ils sont en entreprise avec un programme sur 2 ans et ils voient tous les savoir-faire du secteur, ce qui est pareil est assez atypique par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, ça va donc de l'hôtellerie, de la gastronomie, l'onologie à la mode, enfin toutes les familles, quelles qu'elles soient, y compris l'automobile de luxe, le nautisme, enfin vraiment toutes les familles. Ce qui leur permet en fait, même s'ils avaient un plan de carrière quelque part au début, de dire je vais aller dans la parfumerie, ils se découvrent de l'onologie et ils vont aller dans l'onologie. Et donc, on leur donne tous les outils pour pouvoir donc à moyen et long terme, ça c'est un élément important parce qu'en fait, on ne pense pas que court terme, mais vraiment moyen long terme, évoluer dans ce secteur où on peut faire des carrières magnifiques à l'international. Excellent. Si on commence à rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler des étudiants qui vont rentrer en première année de MBA? Quel est le contenu? Alors, sur les étudiants qui rentrent en première année, donc déjà, ils sont obligés d'avoir validé un bac+3. Donc, ça, c'est un élément important, puisque comme le diplôme est reconnu par l'État, une reconnaissance niveau 7 RNCP, obligatoirement, ils doivent avoir évidemment validé un bac+3. Une licence, un bachelor, etc., peu importe, mais forcément un bac+3. En termes d'origine, pour nous, c'est toute origine est possible. Tout à fait. Puisqu'on regarde plutôt, c'est le potentiel de chaque étudiant et donc la personnalité de chaque étudiant à pouvoir évoluer dans le secteur, quel que soit donc globalement sa famille de produits, le savoir-faire ou le type de métier qu'il souhaite faire après ou qu'elle souhaite faire après. J'ai envie de vous dire beaucoup au féminin parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'étudianteux que d'étudiants au niveau du MBA. Et donc, l'idée, c'est ça. Et après, donc, les étudiants, quand ils rentrent chez nous, alors nous, on a 2 étapes de sélection, donc dossier et ensuite un entretien qui sélectionne nos candidats. Suite à ça, donc, nos étudiants font donc 2 années
année donc, en termes de parcours, avec je peux vous donner les grandes orientations en termes de contenu. Ils ont à la fois un enseignement qui est un peu plus généraliste sur la gestion, l'environnement, tout le domaine juridique et fiscal, et en même temps, ils ont des cours très spécialisés sur les différents savoir-faire. Donc, dès la première année, on a un cours qui s'appelle, par exemple, la saga du parfum, où ils voient à la fois donc, les grandes marques, l'histoire des grandes marques et comment est-ce qu'on est arrivé donc, à ces maisons qui sont établies aujourd'hui à l'international. On a un cours sur l'histoire du costume qui va donc de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, puisqu'après, on parlera de mode et plus de costumes. On a des cours sur l'orientation de la gémologie qui permet de préparer au cours de joaillerie de la deuxième année. Donc, on prépare quelque part la deuxième année également. Ils ont un cours sur les textiles, la reconnaissance des textiles, qui prépare les cours de prêt-à-porter, couture haute couture de deuxième année, l'horlogerie, etc. Donc, il y a des cours qui sont vraiment très spécifiques. Et pour pouvoir les mettre en action, ensuite, on a des cours qui sont liés au marketing. Donc, on a un cours de marketing de la mode où il va travailler un plan de collection, le marketing du luxe, où il voit les outils extrêmement performants que l'on a donc, dans le secteur du luxe depuis des années et des années, puisque c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, quelque part, le marketing du luxe, c'est le plus ancien marketing qui existe. Puisque pour qu'il y ait marketing, il faut qu'il y ait échange, et pour qu'il y ait échange, il fallait avoir de l'argent. Or, historiquement, on avait soit pas d'argent, soit beaucoup d'argent, mais la notion de classe moyenne, c'est quand même très, très récent. Et donc, globalement, historiquement, on a beaucoup de techniques qui sont liées au marketing du luxe. Donc, on voit ces différentes techniques. Première partie, évidemment, sur la première année, qu'on évolue en phase 2, ensuite sur la deuxième année. On a des cours sur lesquels, pour nous, qui sont extrêmement importants sur le savoir-être, le savoir-vivre, les codes du secteur. Les codes du secteur, c'est fondamental, véritablement. On explique, par exemple, pourquoi aux étudiants pourquoi la couleur bleue est la couleur de la journée. Pourquoi est-ce que… Enfin, il y a des codes qui sont extrêmement présents et globalement, on transmet tous ces codes. Alors évidemment, on a la chance ici de pouvoir faire ces codes en direct. Autrement dit, on fait une introduction au château de Versailles, parce que globalement, ça parle beaucoup plus par rapport à ces codes. Mais donc, globalement, l'idée, c'est qu'à la fin, les étudiants comprennent que quand ils rentrent dans ce monde, c'est un monde qui a des racines, c'est un monde qui a une histoire, et ces racines sont tellement profondes que même quand il y a une crise sanitaire, le secteur continue à croître ou se redéveloppe très très vite, puisque aujourd'hui, en termes de performance de groupe, on a déjà effacé donc, la crise sanitaire. Et c'est lié très largement à tous ces codes, cette histoire qui est extrêmement imprégnée. Et donc, on travaille ces éléments-là, on travaille le langage, qui est un élément important, puisqu'on ne parle pas de la même manière dans le secteur par rapport aux autres secteurs. Donc, c'est un enseignement qui, globalement, est très complet, avec une tendance très mode sur le premier semestre du Master 1, très luxe sur le deuxième semestre du Master 2. Et quand ils montent ensuite en deuxième année, donc, ils ont des cours qui sont beaucoup plus poussés sur les différents savoir-faire. Ils ont la suite sur le marketing du luxe, des cours également plus pointus sur les techniques merchandising, donc le merchandising et le retail donc dans les points de vente, mais également sur les e-boutiques, puisqu'aujourd'hui le digital est évidemment un indispensable. Et on a une réactualisation du programme qui se fait très régulièrement, avec par exemple un module sur la mode durable et le luxe éthique qui se développe, la fashion tech ou autre type de modules qui permettent d'actualiser en permanence ce secteur par rapport à l'évolution, donc l'évolution du secteur. Excellent. Donc, le panorama étant défini déjà pour la première année, nous n'irons pas au château de Versailles, mais nous ferons quand même de visites de belles maisons, ça a compté sur nous. Vous aurez certainement l'occasion, Joël, de vous déplacer à l'île Maurice ou faire certains séminaires en mode digital. Donc, ça, nous allons nous aligner dessus. Et maintenant, si on parle dans les grandes lignes, au-delà des cours de marketing et de gestion, quelles sont les spécificités du contenu de la deuxième année, le MBA 2? Alors, sur la deuxième année, donc, c'est vraiment une prolongation donc, de la première année. Il y a une vraie logique, en fait, entre la première et la deuxième année. Sur la deuxième année, on est vraiment orienté sur la validation du diplôme et la reconnaissance diplôme avec ce qu'on appelle donc les acquis de compétences. Et donc, on valide ces compétences pour avoir cette reconnaissance importante au niveau du diplôme. Donc, on a un gros module qui est orienté sur tout ce qui est lié au diagnostic marketing.
dans le secteur du luxe, bien évidemment, avec tout ce qui est lié à la veille marketing, aux études de marché qui est lié au secteur du luxe, le développement des produits de luxe. Il y a ensuite une grosse compétence qui est orientée sur l'élaboration du plan marketing, comment est-ce qu'on travaille ce plan marketing, en particulier le travail du positionnement, qui est une des clés du secteur du luxe. Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché? C'est ce qui permet de gérer votre image. Et à travers l'image, si vous la maîtrisez, on peut faire quantité de choses. J'ai envie de vous dire, quand vous maîtrisez ça, vous pouvez me l'appliquer dans votre vie de tous les jours, ça marche extrêmement bien aussi. Et donc, l'idée, c'est un vrai travail sur ce positionnement, un travail sur les gammes donc, de produits. Nous, on attend en général, on parle plutôt de collection, donc des différents produits. Tout ça avec évidemment une rigueur budgétaire, qui est un élément important. Donc, rattaché à ce module, on a les comptes de résultats, la gestion budgétaire, le bilan, parce qu'évidemment, si on ne sait pas tenir un compte quelque part, bon, on a évidemment des problèmes. On a ensuite une troisième grosse compétence qui est orientée sur la marque. Et donc, comment on gère cette marque et cette communication à travers la marque. Et la marque dans le luxe est évidemment cruciale, puisqu'on a dans le secteur des marques qui ont 150 ans, 200 ans, 230 ans d'existence. Et donc, cette durée même des marques, évidemment, se fait grâce à un certain nombre de savoir-faire. Et donc, on travaille donc, ce pilotage au niveau des différentes marques que l'on peut mettre en avant, mais également d'un point de vue du droit, donc comment est-ce qu'on gère véritablement d'un point de vue du droit à l'international les marques dans le secteur du luxe, comment on développe également donc la gestion des marques et un portefeuille de marques au niveau des différentes maisons. Ensuite, on a un quatrième grand bloc de compétences qui est globalement donc la conduite des projets opérationnels. Alors là, on est vraiment très, très opérationnel sur les différents savoir-faire. Et donc, c'est là où on va sur l'étape d'après. En première année, par exemple, on a vu l'horlogerie, la joaillerie. En deuxième année, on voit la haute horlogerie et la haute joaillerie, ce qui n'est pas la même chose. Pour faire un plus court, on va dire que dans le secteur du luxe, haute égale 1. Et donc, à partir de là, on voit qu'on travaille une pièce, comme on travaille 7 pièces. On est vraiment sur des choses extrêmement spécifiques. Et c'est là où on voit par exemple la notion de palace. Alors le palace à la française, avec les critères qui sont liés par exemple au palace, c'est là où on voit les premiers grands crus classés. Et donc tout ce qui est lié directement à ces classements et cette spécificité des labels que l'on peut avoir, et avec des cas pratiques. À chaque fois, on est avec des cas pratiques. Donc là, par exemple, nous, on est allé récemment donc, en Champagne pour voir comment est-ce qu'on travaillait donc, ces différents produits. Ensuite, on a une cinquième compétence importante qui est liée directement donc, à tout ce qui est lié à la distribution et merchandising. Et donc là, il y a un vrai travail sur la stratégie des réseaux de distribution et comment, quelque part, on réussit à développer des points de vente qui deviennent une expérience plutôt qu'un point de vente, et pour jouer la complémentarité entre l'outil digital et la boutique physique. Et alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les maisons, on a des boutiques qui deviennent véritablement des lieux où on a envie de rester. J'ai envie de vous dire presque pas pour acheter, mais pour vivre une expérience incroyable et qui arrive véritablement en complément. Et on va véritablement sur ces aspects-là. Et on a un sixième pôle qui est important, puisque ça permet d'avoir la reconnaissance diplôme, qui est tout ce qui est lié au management d'équipe. Parce que c'est vrai que demain, quand vous travaillez dans une maison, si vous ne savez pas gérer vos équipes, forcément, ça ne se passe pas très, très bien. Et donc, on a pour ce faire donc, un certain nombre de cours à côté, comme par exemple les cours Florent qui interviennent au sein de la formation, puisque c'est vrai, ce travail lié à la notion de théâtre permet de gérer des petits groupes et à travers ça, quelque part, de représenter des situations qu'on va retrouver en entreprise, au sein des marques, au sein des grands groupes, au sein des maisons. Et donc, ce pôle management est un élément important. Et donc, on a ces 6 grandes compétences qui sont développées durant cette deuxième année et qui permettent d'obtenir le diplôme. Le tout étant validé par une grande épreuve finale qui est le challenge professionnel, où là, c'est une maison qui vient en direct, qui propose globalement un cas, mais qui est un cas réel au niveau d'une maison. Les étudiants ont 2 jours intensifs pour travailler sur ces cas. Et le 3e jour, ils présentent à l'entreprise et c'est la maison en question qui juge directement les étudiants. Je pense qu'on ne peut pas faire plus opérationnel véritablement pour rentrer dans le monde professionnel. C'est-à-dire que si je résume, Joël, c'est que cet MBA, on est bien en train de parler d'un master en business administration. Ce n'est pas un master of science, ce n'est pas un master philosophique, c'est un master qui correspond au plus près de la réalité du métier, du terrain, de l'opération. Exactement. On est vraiment sur un MBA, en Master of Business Administration. On est vraiment totalement dans
l'opérationnel, mais en même temps en faisant en sorte que nos étudiants aient une hauteur pour pouvoir demain devenir responsables, directeurs, directrices au sein des différents pôles des maisons et donc puissent évoluer beaucoup plus rapidement, j'ai envie de vous dire, qu'un simple master. D'accord. J'ai vu qu'au niveau des séminaires professionnels, par exemple, on voit le nautisme, on voit la gastronomie, on voit la parfumerie, la bijouterie en deuxième année. Par exemple, chez vous, à Paris, qui avez-vous comme intervenant, par exemple, dans le nautisme et pourquoi le nautisme se retrouve intégré dans le MBA de la deuxième année? L'idée pour nous, c'était à chaque fois que nos étudiants puissent couvrir tous les savoir-faire sans exception. Et donc, pour ce faire, on a développé des modules et à chaque fois, on travaille avec des personnes qui sont des spécialistes donc, sur ces savoir-faire-là. Actuellement, c'est M. Beneteau qui travaille donc, avec nous sur le module lié au. Et à travers donc, ces professionnels, ça nous permet d'être en permanence également à l'écoute et à l'évolution du secteur et de ses savoir-faire. Et donc, pour nous, c'est un élément qui est vraiment très, très important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur d'autres modules, j'ai l'immense chance de travailler en direct avec mes anciens, puisque comme on a près de 20 ans d'expérience maintenant, on a des anciens qui sont présents un peu partout et qui viennent partager leur expérience. Et donc, par exemple, on a un module en merchandising du luxe qui est aujourd'hui donc piloté par le merchandiser de chez Baccarat, qui est un ancien et qui permet véritablement de coller sur l'évolution du secteur. Alors, on a de la chance, Joël, d'avoir autant de ramifications en France que vous, de par le réseau mondial des escoffiers. Autrement dit, à titre d'exemple, parce que certains de nos étudiants vont surtout aussi nous poser la question, qui seront les intervenants qui vont représenter les différents métiers. À titre d'exemple, dans le domaine du nautisme, c'est Loïc Bonnet, je ne sais pas si vous connaissez, Loïc Bonnet qui est le patron de Dream Yacht Charter, qui est quand même secrétaire associé à Fontaine-Pajot, qui va intervenir en direct et en présentiel à l'île Maurice, parce que Loïc est un des directeurs de l'Institut Escoffier, mais qui habite aussi à l'île Maurice. Donc, Loïc, lui, il connaît très, très bien le monde du nautisme parce que il gère plus de 55 succursales de Dream Yacht à travers le monde. Donc, il va intervenir pour représenter le nautisme. Dans le domaine de l'immobilier, par exemple, nous avons Outi de Falbeck, qui est finlandaise, qui gère la marque Barnes, par exemple, qui va intervenir. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, ce sera Eddie Jolicoeur, qui est un ancien, qui vient de prendre sa retraite, c'est un jeune retraité qui vient de quitter Air Mauritius, la compagnie nationale d'aviation, qui est un DRH de carrière, qui a un bac+5, qui a été directeur des ressources humaines à la Mauritius Commercial Bank, à Rogers et à Mauritius. Donc, vraiment, c'est des poids lourds que nous avons. Dans le domaine, par exemple, de l'onologie, c'est David Birou, qui est à Paris, qui travaille à Hôtel Mandarin, Paris Oriental, qui est à Paris. Et David est vice-champion du monde de sommellerie, qui intervient régulièrement en institut. Dans le domaine de la gastronomie, par exemple, nous aurons Franco Bouwani, qui est un chef étoilé Michelin, qui est mauricien, qui exerce à Dijon, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, on a d'excellents professionnels qui vont pouvoir intervenir, des professionnels tant étrangers, mauriciens aussi. À titre d'exemple, dans le domaine de la bijouterie à l'île Maurice, ce sera Ravior qui interviendra, qui nous parlera de ce monde de la bijouterie et du luxe. Donc là où nous n'aurons pas les compétences, bien entendu, c'est l'ESG qui prendra le relais en termes des interventions des professionnels. Et de cela, nous aurons une ligne de communication. Certes, nous ne pourrons pas faire des visites virtuelles du château de Versailles, mais nous ferons un Versailles autrement à l'île Maurice. Nous avons de belles maisons comme le château de Belle-Ombre, qui a une magnifique histoire que nous connaissons bien, que nos amis Ravi Kana et nos amis Clifford Pierre-Louis qui sont dans le sud de l'île, qui sont présents, des hôteliers et restaurateurs connaissent cette belle maison. Je pense que c'est une maison qui va compter une longue histoire qui nous permettra de comprendre cet univers du luxe, mais dans le contexte insulaire de l'île Maurice. Joël, parlez-nous des débouchés quand on sort de cet MBA, par exemple,
à quoi on peut un peu, en France, hein, on parle de la France, à quoi on peut aspirer, qu'est-ce qu'on peut devenir après cet MBA? Alors, pour mettre ça en avant, je dirais deux choses. D'abord, on a, en sortant, nos étudiants rejoignent tous les savoir-faire. Et ça, C'est-à-dire, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'ils vont soit en hôtellerie de luxe, en tourisme de luxe, ils vont dans le domaine du prêt-à-porter, de la couture, haute couture, la cosmétique, le soin, la parfumerie, la gastronomie, l'onologie, la joaillerie, l'horlogerie, le nautisme, l'automobile de luxe. J'ai encore le partout. cas la semaine dernière sur un ancien qui vient de rejoindre une grande marque d'automobile de luxe. Donc, premier élément, ils vont sur tous les savoir-faire. Pour nous, c'est important puisqu'il y a quand même beaucoup de formations où c'est quand même très spécialisé. Bon, nous, ça n'a pas été notre volonté. Notre volonté, c'est que quelque part, un étudiant qui est formé, il peut démarrer en mode et demain, il peut très bien dire, tiens, je vais plutôt aller dans l'onologie ou autre chose, quoi. Et donc, on donne cet enseignement qui leur permet de couvrir tout ça. Ensuite, en termes de grandes fonctions et d'orientation, on a donc des étudiants qui s'orientent soit dans les secteurs liés au marketing, qui est évidemment la base véritablement donc de notre formation, que ce soit sur le produit, la marque, sur quelque chose de plus opérationnel qui est lié à la vente et au retail et au management des réseaux boutiques. On a des étudiants qui s'orientent plus sur la communication, donc qui sont responsables communication, responsables événementiels. Les événements dans le secteur du luxe, évidemment, très important, tout ce qui est lié aux relations publiques. Et on a des étudiants qui s'orientent sur le monde digital. Alors, chez nous, aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. On a à peu près 20% maintenant de la promotion qui rejoint les maisons au niveau des pôles digitaux, que ce soit sur la gestion des réseaux sociaux, que ce soit sur les différents événements qu'on peut avoir via le digital, que ce soit les applications, qui fait partie des nouveautés au niveau des grandes maisons, ou bien évidemment tout ce qui est lié directement à Internet et au site. On a des étudiants qui rejoignent également tout ce qui est lié au merchandising. Et donc là, on est directement sur la gestion donc, des points de vente, mais à l'international. Et donc, comment est-ce qu'on gère donc, de manière très opérationnelle les boutiques et comment ensuite on reproduit quelque part ces boutiques à l'international. Alors, c'est plutôt des postes où on voyage énormément. Globalement, si je vous fais les grandes orientations et les grands métiers, voilà dans les domaines sur lesquels globalement les étudiants vont. Alors, si vous prenez d'un côté tous les savoir-faire et de l'autre tous les secteurs possibles en termes de marketing, merchandising, etc., ça fait quand même beaucoup de possibilités. Et par exemple, pour ceux qui sont parmi nous, qui sont directeurs d'établissement, je pense à Clifford Pierre-Louis, je pense à Stéphane Lagesse, je pense à Fabio Meo au niveau de la direction d'hôtellerie, ceux qui sont déjà en poste en tant que directeur d'établissement, en quoi cet MBA peut leur permettre de compléter, d'aller encore plus loin dans le domaine de développement de compétences. L'idée, c'est véritablement d'ouvrir aux spécificités du secteur. Donc, comment est-ce que globalement on travaille cet aspect donc clientèle, qui est un élément extrêmement important. Comment quelque part nos clients deviennent des hôtes. Et donc, comment on gère ces hôtes de manière très spécifique. Donc, on les aide quelque part donc, à travailler ce savoir-faire à travers les protocoles et autres que l'on peut développer. C'est l'application directe. J'ai envie de vous dire, s'il y a une famille de produits où on applique vraiment ces codes, c'est vraiment l'hôtellerie. L'hôtellerie de luxe, véritablement, c'est extrêmement structuré au niveau des codes. Et donc, on apprend justement à appliquer ces codes. Je dirais que le MBA vous permet de progresser beaucoup plus rapidement dans l'univers du luxe et en particulier dans les plus grands palaces de luxe pour ensuite évidemment rebondir sur pareil dans les palaces il y a quantité de savoir-faire différents et de quantité de métiers différents. Nous par exemple on a des anciens qui aujourd'hui ont monté une structure de conciergerie spécialisée et c'est vrai que la conciergerie à l'origine c'est très lié à l'hôtellerie mais aujourd'hui dans le luxe ça se développe dans tous les savoir-faire. Et donc, moi, je travaille en direct avec un ancien qui aujourd'hui a une conciergerie spécialisée dans les premiers grands crus classés bio. Et donc, et ça fonctionne extrêmement bien donc, sur ces vins rares. Et donc, ça fait partie donc, de cette possibilité, donc, j'ai envie de vous dire, d'avancer plus vite et mieux dans le secteur du luxe. Joël, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que cet MBA n'a pas? Parce que à la fois, par exemple, de parler de gestion, de management, gestion des équipes, parler de marketing et en plus de parler de différentes compétences spécifiques à différents métiers, que ce soit
l'univers des palaces, la gastronomie, l'œnologie, la joaillerie, la bijouterie, le nautisme, l'automobile du luxe. Qu'est-ce que cet MBA n'a pas? Donc, en bref, comment est-ce qu'on ferait pour sortir de la 15e place mondiale? Vous êtes déjà arrivé à la 10e place. Maintenant, pour passer la 10e place, pour aller encore plus loin, qu'est-ce que cet MBA n'a pas et sur quoi vous êtes en train de réfléchir pour l'améliorer encore? Alors, il y a des choses qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas, parce que c'est un choix. D'accord. Donc, par exemple, on ne développe pas tout ce qui est lié au métier de la création, parce que ce n'est pas notre savoir-faire de base, et je pense qu'on est bon quand on est dans son savoir-faire. Donc, par exemple, demain, on ne doit pas développer des stylistes, des modélistes et autres, parce que ça, ce n'est pas notre savoir-faire. Et je pense qu'il y a des écoles et autres qui font ça aussi bien et voire beaucoup mieux. Donc, évidemment, on leur laisse ce savoir-faire-là. Après, on est à l'écoute en permanence. Et donc, je pense qu'on s'améliore chaque année. On s'améliore un peu plus chaque année. On évolue. Ça, c'est un mot important dans le secteur du luxe parce que le secteur du luxe, ce n'est pas la révolution, c'est l'évolution permanente. Et donc, on évolue de manière permanente. Et ça, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, on a une histoire. Et quelque part, cette histoire, elle est là parce qu'on a maintenant près de 20 ans d'expérience. Et c'est cette expérience qui fait qu'évidemment, on monte. Donc, l'idée véritablement, c'est ça. Et donc, je pense que, sans trop me tromper, dans 10 ans, on sera encore meilleur. Excellent. Alors, on a échangé dessus, Joël, lors de la signature de la convention avec l'ESG. C'est que au niveau de l'île Maurice, non seulement c'est un quasi copier-coller du même cours qui est fait à Paris, qui est fait à l'île Maurice, avec vous-même comme leader responsable du programme, mais nous avons convenu que nous aurions pu compléter les programmes en intégrant quelques séminaires professionnels, comme par exemple l'univers du spa, hein, par exemple à l'île Maurice, qui n'est pas intégré aujourd'hui dans le programme, mais qu'on peut se permettre, je veux dire, sans que ça soit une digression, mais qu'il peut répondre à, disons, à certaines exigences, comprendre le métier, parce que l'univers du spa commence à prendre une importance croissante dans l'univers du luxe. Quel est votre avis dessus, Joël? Alors moi, je pense que c'est évidemment une excellente direction. Alors nous, on couvre quelque part, en fait, indirectement, puisque on a à la fois des conférences, donc on invite des gens un peu plus pointus, par exemple dans le domaine des spas. On a eu, il y a 2 ans, dans le domaine de l'immobilier de luxe, bon, un petit peu moins là, parce qu'on avait la crise sanitaire, mais globalement, donc, ça fait partie donc, des savoir-faire qu'on souhaite développer. On a également un module qui s'appelle Club étudiant, et donc ce sont les étudiants qui organisent en fait directement quelque part le contenu. Et dans ce contenu, chaque année, par exemple, on visite un spa. Donc, on a fait une visite il n'y a pas très longtemps donc, chez Guerlain, par exemple, et donc où on peut aller donc, dans des endroits où globalement, ou dans des savoir-faire qui ne sont pas forcément les plus poussés parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout mettre parce que le nombre d'heures est limité et que l'idée, c'est que nos étudiants puissent avoir cette expérience de contenu, de cours et d'entreprise simultanément. Exactement. Donc, on a réfléchi avec vous sur l'introduction d'un séminaire professionnel d'environ 9 heures sur le spa, sur l'immobilier du luxe, parce que ce sont des savoir-faire métiers qui sont quand même intéressants dans la réalité mauricienne, parce qu'on va les retrouver par rapport à l'univers des hôtels ou autres, des villas IRS, etc. Donc, tout ça, c'est une constellation qu'on retrouve qui reste cohérent par rapport au métier du luxe. Nous sommes déjà 14h05, nous aurons pu discuter pendant des heures et des heures. Je pense que nous aurons pu déjà ouvrir le micro aux étudiants parce que certains d'entre eux vont sans doute vouloir nous poser une ribambelle de questions. Nous sommes, au contraire, nous sommes là pour cela et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'enregistrer l'intervention. Alors, comment est-ce qu'on procède? Tina, je vais passer la main à Tina. Je pense que les personnes vont vouloir soit se manifester en levant la main, comme ça, soit on ouvrirait le micro et pourrait poser les questions, ou bien la personne pourrait nous envoyer la question soit en mode de chat. Vraiment, tout est possible. Tina, je te passe la parole. Voilà. Alors, nous attendons vos questions avec plaisir sur le chat. N'hésitez pas. Profitez de ce moment pour poser toutes vos questions à M. de Bourrienne. Donc, j'attends.
Alors, je connais, il y a certains bavards qui sont là, qui vont sans doute vouloir prendre la parole. Il y a Clifford Pierre-Louis, qui est un directeur d'hôtel d'un hôtel 5 étoiles dans le sud de l'île, Héritage Awali. Quincy Fong aussi, numéro 2 de l'hôtel Probiche, 5 étoiles, directrice du service d'hébergement, Homes Division. Donc, Ravi Khanna est chef exécutif de l'hôtel Héritage Awali. Je suis sûr qu'ils ont des questions, mais peut-être qu'ils sont pas encore habitués à envoyer des questions ou à vouloir prendre la parole, mais ça ne va pas tarder à rentrer. Alors, les questions vont se faire uniquement par le chat. Donc, je pense que ça prendra un petit peu de temps de taper les questions à travers le… Et donc, c'est bon de savoir aussi que la remise de diplôme se fait uniquement sur l'île Maurice. Nous avons prévu la venue de Émeric Chomel, qui devrait venir à l'île Maurice dans pas longtemps, sans doute pour la prochaine cérémonie de remise des diplômes. Il devrait se déplacer ici. Nous avons d'autres sujets de conversation. Émeric Chomel, il est directeur du développement international, il me semble, de l'ESG ou de Galileo France, si je ne me trompe pas, Joël. Donc, nous avons des sujets de conversation sur d'autres programmes, d'autres cours. Donc, Émeric devrait sans doute venir à l'île Maurice. Alors, ce qui est bon de savoir aussi pour tous les étudiants qui seront là, c'est que Joël va animer tous les séminaires vraiment spécifiquement luxe, parce que vous êtes un expert sur le luxe. Peut-être vous pourriez nous parler de votre carrière. Je sais que vous avez mentionné au tout début que vous avez commencé dans une grande maison. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dans le luxe autant d'années? Et je pense que vous resterez aussi dans le luxe. Je pense qu'aussitôt qu'on y rentre, on n'en ressort plus. Et vous, Joël, qu'est-ce qui vous a animé pour rester autant de temps dans cet univers du luxe? Qu'est-ce qui vous a plu? Quel a été votre parcours? Alors rapidement, en fait, je suis issu d'une famille où on m'a transmis les codes du secteur. On m'a transmis un certain capital culturel lié au secteur du luxe. L'amour en particulier de l'histoire. Et donc, c'est vrai que je voulais faire des études dans le domaine de l'histoire. Au départ, c'était mon souhait. Après, on sait que bon, l'histoire, c'est magnifique, mais en termes, hormis l'enseignement, ça ne donne pas forcément autre chose. Et donc, j'ai essayé de trouver un secteur où on avait à la fois ce côté historique et en même temps, on pouvait développer une activité, du marketing, etc. Et évidemment, il n'y avait qu'un secteur qui revenait, qui était le secteur du luxe, d'où ma volonté donc de travailler ensuite dans le secteur. Alors, j'ai eu la chance de démarrer dans une belle maison avec une belle expérience. Je fais mes études donc, aux États-Unis. Et en rentrant, en fait, j'ai poursuivi mon activité. Mais en fait, depuis le départ, j'ai 3 activités en termes de professionnel. Je suis conférencier, donc je fais des conférences, dont au château de Versailles, entre autres, et dans d'autres endroits. Je suis responsable évidemment donc de la formation au sein du MBA ESG où je donne des cours, parce que c'est important de savoir qu'au MBA ESG, les responsables donnent des cours, parce que je pense qu'il ne faut pas se couper des étudiants. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis, je conseille donc en effet un certain nombre de marques dans leur développement. C'est vrai que a priori, je ne me vois pas dans un autre secteur puisque je suis extrêmement heureux dans ce secteur. J'aime travailler dans ce secteur, donc je ne me vois pas. Et en plus, c'est quelque part un secteur qui bouge en permanence et où on peut travailler avec des problématiques de maison complètement différentes quand vous êtes dans la mode, dans l'hôtellerie, dans l'œnologie. Donc, c'est forcément des problématiques différentes. Et donc, quelque part, ça vous oblige à vous renouveler en permanence. Alors, donc, il y a une question de Madame Virginie. Virginie Gomez. Alors, qu'en est-il de la finance, droit et comptabilité, par exemple? Est-ce que le cours comprendra ces compétences? Alors oui, je confirme en fait. Pendant les 2 années, donc il y a des cours qui sont liés directement donc à la finance, bien évidemment, indispensables. Donc en termes donc de gestion budgétaire, parce que même si demain on est chef de produit, si on ne sait pas tenir un budget, donc c'est quand même assez évidemment très difficile. Donc il y a évidemment des cours qui sont des récurrents sur la première et la 2e année. On a des cours également d'environnement juridique et ensuite de droit particulier sur le droit des marques, le droit à l'international, qui sont des indispensables, le droit au niveau de la distribution également, qui permettent en fait aux
étudiants de connaître les grandes règles du jeu quelque part pour pouvoir développer donc une marque de luxe à l'international. Et donc ces cours-là sont développés à la fois en première et en deuxième année, avec une suite entre la première et la deuxième année. Merci. Parfait. Alors, il y a, c'est plutôt un commentaire qu'une question de Ravi Kanai qui vous remercie de cette belle présentation qui était quasiment bien complète. C'est vraiment très intéressant, très tentant de s'emballer dans cette grande aventure. De toute façon, Ravi Kanai n'aura pas le choix parce qu'on va l'inscrire d'office parce que son patron est là. Il faut, et lui, et les deux sont là, donc on va les embarquer tous les deux. En général, ils viennent à deux. Il y a pas mal d'hôteliers qui sont présents, mais il y a aussi des banquiers qui sont là. Donc, Queensley Pongpei Antombi de l'hôtel Trobiche, Stéphane Nagès aussi. Donc, le numéro 1, numéro 2 de l'hôtel Trobiche, 5 étoiles. Idem pour Héritage Awali dans le sud. Donc, je suis très heureux de voir le numéro 1, numéro 2 de chaque établissement. Ils viennent ensemble pour suivre le cours de Joël de Bourrienne. Donc, c'est magnifique, Joël. Alors, justement, il y a la question de Clifford Pierre-Louis. Bonjour Joël, merci pour cette présentation excitante du MBA du luxe. Une petite question, est-ce qu'à 52 ans, ce programme peut permettre à quelqu'un de se réorienter vers le marketing du luxe, pur marketing? Alors en fait, oui. Ou marketing. Ou marketing, pardon. Oui, ou marketing. J'ai envie de vous dire, l'âge, peu importe, hein, quelque part. On retrouve la notion de luxe et la notion de temps. Cette notion-là est importante. Donc, c'est vrai que vous ayez 23 ans ou vous ayez 55 ans, le secteur du luxe va vous apporter évidemment et surtout, vous allez développer votre carrière très différemment. L'idée, c'est que faut, grâce à cette formation, vous puissiez avoir un plan de carrière qui tient compte de quelque part de votre expérience, que même si vous n'étiez pas dans le luxe, forcément, vous avez des acquis. Et donc, grâce à ces acquis, vous puissiez évidemment donc capitaliser et réorienter dans un secteur avec ses particularités. Donc, je ne connais pas votre expérience avant, mais bon, l'idée, c'est ça. Et donc, je peux vous en parler assez directement parce que chaque année, on a un certain nombre de profils dont la moyenne d'âge est nettement plus élevée que ce qu'on a habituellement, mais ça pose aucun problème. C'est juste qu'après, en termes de parcours, ça va être évidemment très différent. On a aujourd'hui des anciens qui ont un âge un peu plus important que la moyenne qu'on peut avoir dans nos MBA habituellement, on va dire, et qui se sont réorientés sur du conseil, par exemple. On a une personne qui est allée en œnologie, parce qu'il y a une demande qui est très forte aujourd'hui, parce que c'est en France, pendant longtemps, on s'est dit on est tellement bon qu'on n'a pas besoin de marketing, et puis on a vu qu'on perdait des parts de marché. Donc maintenant, on se met au marketing, et donc il y a une vraie demande maintenant donc, par rapport à ces savoir-faire-là. Donc non, il y a un tel choix en termes de savoir-faire qu'il est obligatoire quelque part de pouvoir rebondir quand on est spécialisé dans le secteur, parce qu'il n'existe pas un produit où il n'y a pas son équivalent luxe. Et donc l'idée, c'est de reprendre les acquis que l'on a avant, et grâce aux techniques que l'on a, grâce à l'enseignement qui est transmis, on peut ensuite transformer véritablement son parcours professionnel. Magnifique. Très bien. Alors, une question de Queensley Periatambi. Il y a beaucoup parmi nous qui reprennent le chemin de l'école après de nombreuses années. Quels conseils pouvez-vous vous donner? J'ai envie de vous dire, quelque part, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, puisque, encore une fois, on ne va pas à l'école. Alors même, nous sommes d'accord, c'est une école, mais on ne va pas à l'école. On met un pied dans le monde professionnel. Donc, quelque part, même si on a arrêté depuis un certain nombre d'années, peu importe que ce soit peu ou beaucoup d'années, quelque part, on met un pied dans le monde professionnel, on fonctionne comme fonctionnent les maisons, comme fonctionnent les marques dans le secteur. Et donc, c'est quand même assez différent du cours où on est derrière son pupitre et on note en permanence ce qui est dit. Il y a une interactivité avec les intervenants et les professionnels du secteur. Il y a une construction quelque part qui se fait également, donc, puisque c'est un échange qui est développé. Donc, voilà, on n'est pas sur des bancs de l'école comme pouvait être avant. On est véritablement à mettre un pied puis l'autre dans le secteur grâce à cette formation. Peut-être j'aurais pu compléter, Joël, c'est qu'au lieu de revenir sur les bancs de l'école, ce sont des professionnels qui se réinventent, qui complètent leurs compétences à travers cette formation parce qu'ils restent dans l'industrie.
Et c'est la raison pour laquelle que ce programme va se faire à l'île Maurice qu'à temps partiel. Donc, par exemple, pour les professionnels comme Queensley, qui dans le milieu de l'hôtellerie depuis des années et des années, eh bien, elle, ça lui permettrait, sous votre correction, Joël, ça lui permettrait de parfaire ses compétences, d'aller encore plus loin et en faisant cet aller-retour en alternance entre son lieu de travail et bien entendu le milieu académique. Mais en même temps, quand je dis académique, c'est un MBA qui répond aux besoins des professionnels et des étudiants qui veulent se professionnaliser. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et il y a une autre question de Kinsley. Exactement. Donc, situation oblige, dû au Covid, nous parlons tous d'une adaptation du marché. Est-ce que ce programme répond à cette demande? Je vous avais dit, Joël, qu'ils étaient bavards. Ils prennent un peu de temps, vous savez, c'est comme les moteurs diesel, ils prennent un peu de temps pour lancer, mais quand ils sont lancés, attention. Hein. Alors, en fait, moi, je ne comprends pas la question, donc je suis désolé. Est-ce que vous pouvez la préciser? Qu'entendez-vous par une adaptation du marché liée à la Covid? Parce que... Alors, aujourd'hui, allons dire, si je pourrais paraphraser, c'est que prenons la réalité le milieu hôtelier, c'est qu'aujourd'hui, le milieu hôtelier a besoin d'adapter toutes ses procédures, ses standards d'opération, ses manières de travailler par rapport à la situation de la gestion du Covid, par exemple, des tests de température, des distances à respecter. Est-ce que, par exemple, cet univers du luxe prend en considération des choses qui n'étaient pas prévues, comme la problématique du Covid à travers le monde? Alors, en fait, comme vous devez le savoir, c'est vrai que le secteur du luxe, il est international, qu'au sein de ce marché international, vous avez une partie du monde, l'Asie et la Chine en particulier, qui représentent évidemment un potentiel énorme en termes de clientèle dans le secteur. Et sur ces marchés, ça fait longtemps que la Covid n'existe plus, enfin, ça a été complètement effacé, quoi. Et donc, quelque part, dans les hôtels, ça fonctionne comme avant, j'ai envie de vous dire, quelque part, quoi. Alors, si on prend le cas de la France, donc pour nous, ce n'est pas le cas, donc aujourd'hui, et donc c'est vrai que nos palaces réouvrent évidemment depuis assez récemment, et donc évidemment, il a été mis en place donc, tout un système donc, de respect des conditions sanitaires, mais ça n'a pas demandé un effort gigantesque puisque de toute façon, quelque part, le secteur fait de l'individu véritablement quelqu'un d'unique. On n'est pas à gérer donc, ces notions de groupe et autres. Donc, on n'a pas tout d'un coup des quarts entiers de clients qui arrivent. Donc, on est véritablement plus sur une gestion individuelle et on est obligé dans le secteur du luxe de toute façon d'évoluer en permanence. Et donc, on évolue en permanence. Si je prends une autre évolution forte qui est, à mon avis, encore plus importante que la Covid, c'est évidemment le respect de l'environnement, donc ce qu'on appelle le luxe éthique. Comment, si je prends quelque chose de très concret, comment est-ce qu'on gère le débit d'une douche dans une suite, dans un palace, pour respecter donc globalement à la fois ce côté respect de l'environnement qui est un indispensable aujourd'hui, puisque tous les clients le réclament, le demandent, et en même temps pour avoir un service qui est lié aux maisons de luxe, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir du goutte à goutte sous la douche dans l'exemple que je prends. Donc, j'ai envie de vous dire, quelque part, de toute façon, le secteur, il se réinvente en permanence. Moi, j'étais il n'y a pas très longtemps donc, au sein d'un palace français à Deauville. Et c'est vrai que, bon, d'habitude, le matin, quand on va prendre son petit déjeuner, on a donc tout ce buffet incroyable qui nous est proposé. Bon, là, le buffet était évidemment incroyable, mais on venait nous servir. Donc voilà, la différence, elle est là. Donc on s'adapte et on vient nous servir, on dit ce que l'on veut et on nous sert directement au lieu qu'on aille se servir soi-même. J'ai envie de vous dire, ça ne change pas grand-chose. Ça fait quelque part, c'est même encore plus luxe, ce qu'on vous sait. Alors, c'est vrai que, comme Quincy le mentionne, on parle beaucoup du new normal, mais ça a été une opportunité aussi à saisir, qui a été saisie par beaucoup de marques de luxe en basculant sur la digitalisation de leurs activités. Si on prend par exemple des marques comme Louis Vuitton, quand on regarde les chiffres de vente de Louis Vuitton à travers le groupe LVMH, qui reste quand même une marque forte, un leader mondial du luxe, quand on regarde les marques, les chiffres d'affaires de Louis Vuitton, qui s'appuient sur la digitalisation de ses activités, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans le marché chinois et dans les chiffres à travers le monde, jamais Louis Vuitton n'a autant vendu
que pendant la situation du Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Covid a donné lieu à d'autres opportunités à saisir, comme la digitalisation des activités. LVMH le démontre, Louis Vuitton le démontre aussi. Donc, et ça, aujourd'hui, je pense que le côté le marketing digital, c'est devenu un item essentiel dans la gestion des marques de luxe ou dans les opérations de luxe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, juste par rapport à cet exemple-là, nous, on a un module qui est développé dès la première année qui s'appelle Web to Store, Web in Store. Et donc, on travaille véritablement, donc j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, sur cette expérience incroyable en boutique physique. Et en fait, ça vient compléter l'outil digital. Et donc, l'outil digital, véritablement, est développé de manière stratégique pour qu'il arrive en complément de l'expérience que l'on aura donc, dans la boutique. Et ce que veut dire qu'on ne va pas forcément retrouver les mêmes pièces. Donc, cette complémentarité est un élément très, très important. Alors, nous, on l'avait intégré depuis déjà un certain temps, puisque bien avant la Covid, on l'avait intégré. Et donc, c'est un module, en fait, qui est développé dans cet exemple-là dès la première année. Parfait. Avons-nous d'autres questions? Alors, nous avons une question de Monsieur Parvez Guas, pardon si je prononce mal votre nom, qui est le directeur FMI de la Pirogue. Donc, je pense que c'est peut-être plus à l'attention de Monsieur Fabre. Dites-moi. Donc, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on aura la possibilité d'effectuer des stages dans des maisons liées au luxe si on le souhaite? Et est-ce que l'Institut nous aidera à trouver un stage? Peut-être on peut... Ah non, non, on ne va pas vous aider, c'est juste pas possible. Non, non, mais bien sûr, évidemment. Alors, je pense que si vous travaillez déjà dans l'industrie, Joël, je parle sous votre correction, qu'il y ait déjà une alternance qui se développe en étant, par exemple, dans le milieu hôtelier, en venant à l'Institut, c'est déjà une très bonne chose. Ça n'empêche pas. Voilà, oui, c'est une très belle chose. Maintenant, est-ce que ça donne l'opportunité de faire des stages? Nous, nous pouvons bien entendu vous accompagner, vous trouver des stages ailleurs, à l'île Maurice, en Europe, en France, n'importe où, de par le réseau mondial des écoles Escoffier. Tout dépendra aussi maintenant de comment s'appelle Monsieur Roméo, le nouveau directeur de la Pirogue, ce qui vous permettra de partir un mois à l'étranger. Si vous voulez faire un stage à l'étranger en France, bien sûr, on peut coordonner tout ça. Donc, bien sûr, il y aura une ligne de communication avec le SG, avec les écoles Escoffier à Paris, avec tous nos partenaires qui sont en France, les établissements Relais, Château et autres. On travaille beaucoup aussi avec le Ritz à Paris, qui reste le temple de tous les escoffiers, parce que pratiquement toutes les réunions des escoffiers se font au Ritz. Il ne faut pas oublier, le Ritz a été un des hôtels où Auguste Escoffier lui-même il a exercé. Le président mondial des escoffiers était lui-même le chef exécutif du Ritz à Paris pendant de longues années, avant de se lancer dans ses propres opérations. Donc, oui, je vous rassure, M. Parvez, nous allons nous occuper de vous. Alors, il y a une question de Monsieur Frédéric. Bonjour à tous et merci pour cette présentation. Petite question, quand vous dites 2 jours de cours par semaine, c'est bien après les heures de travail et combien d'heures? Alors nous, on fonctionne selon le droit français, et vous savez qu'en France, on est régi par la loi des 35 heures, donc on fonctionne selon cette loi-là, et donc ça veut dire que les étudiants ont 2 jours de cours, 7 heures de cours par jour, ce qui fait donc 14 heures, et ensuite ils ont 3 jours en entreprise, soit 7 heures donc, par jour également, et donc on est sur les fameux 35 heures. Donc voilà. Après, dans les faits, il se peut qu'il y ait évidemment certaines semaines nos étudiants travaillent un peu plus au niveau des maisons parce qu'il y a un événement important, il y a une Fashion Week ou il y a autre. Mais évidemment, la moyenne, c'est ça, c'est donc 35 heures, 2 jours de cours, donc 7 heures, et puis 3 jours au sein des maisons. Alors, à l'île Maurice, par exemple, pour toutes les personnes qui seront ici, bien entendu, toutes les personnes seront placées soit en stage professionnalisant s'ils sont inscrits en première année, soit en stage, soit en apprentissage ou en emploi en semaine. Ceux qui rentrent directement en deuxième année, ce sont la grande majorité, enfin tous sont des professionnels aguerris de l'industrie.
pour tous ceux qui nous ont contactés, ils ont bien plus de 10 ans, voire même 15 ans d'expérience dans le milieu du luxe, dans l'industrie du luxe à l'île Maurice. Donc là, le système d'alternance sera un petit peu différent parce qu'en première ou en deuxième année, les cours, nous, on les ferait le samedi, mais on travaillera aussi de façon que la situation professionnelle ne soit pas affectée par les cours que nous allons faire. Au contraire, ce sera le moyen d'améliorer la pratique. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent suivre ce cours en alternance entre leur occupation professionnelle et les cours à l'Institut Escoffier. Joël, peut-être une question pour moi. Pourquoi vous intervenez en tant que conférencier vous avez dit au château de Versailles. Alors, dites-moi. Alors, à chaque fois, bien sûr, je pense à Stéphane Bern. Quand vous me dites château de Versailles, je pense à notre ami Stéphane Bern. Donc, pourquoi conférencier au château de Versailles? En fait, ça permet à nos étudiants et d'une manière générale, ça permet donc aux personnes intéressées de mieux comprendre le fonctionnement du secteur. Puisque le château de Versailles est une mine véritablement de trésors sur tous les codes du secteur. Quand vous allez au château de Versailles, vous comprenez pourquoi il y a des souliers avec une semelle rouge, par exemple. Vous comprenez le fameux Flora de Gucci. Vous comprenez, etc. Enfin, donc, il y a tout un système de codification. Et donc, à travers ces conférences, en fait, j'explique le cheminement. Comment est-ce qu'on est passé, donc, globalement, de ce qu'on appelait l'étiquette à l'époque, à la cour du roi de France, au code du luxe qui sont appliqués dans les maisons aujourd'hui dans le secteur du luxe, ce qui fait quand même cette grande particularité du secteur. Et quelque part, quel meilleur endroit que le château de Versailles, qui est quand même juste à côté de Paris, pour pouvoir expliquer tout ça. Alors c'est vrai qu'on va nous également, donc je fais également une conférence au musée du Louvre, puisqu'historiquement c'était quand même le château des rois de France. Et donc là, pareil, on peut faire des parcours incroyables et puis on peut changer les parcours. Par exemple, l'aile Napoléon III, on a une table qui est dressée, etc. Enfin, il y a plein de possibilités et donc on essaye de travailler sur toutes ces possibilités-là. Magnifique. Alors, nous avons une question de Yveline Beau. Alors, elle souhaiterait savoir, vous conseillerez à un étudiant qui veut débuter sa carrière en parfumerie, vous aurez conseillé quelle maison de luxe? Ça, c'est une question piège. J'ai envie de vous dire, c'est un cas particulier, donc je peux répondre à un cas particulier quand j'ai toutes les données. Là, je n'ai pas toutes les données. Ce qu'il faut, c'est d'abord bien connaître la saga dans le secteur donc, de la parfumerie, donc la saga des marques. Et après, voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous êtes plutôt sur des parfums de niche, donc des parfums qui sont très, très spécifiques. Donc là, vous avez de belles maisons dans le domaine. Est-ce que vous êtes plutôt sur des maisons qui ont une envergure internationale et qui vont aller sur d'autres types de savoir-faire? Quelque part, vous pouvez faire une carrière magnifique, quel que soit le nom, véritablement. Donc, je n'ai pas à vous dire plutôt telle maison plutôt qu'une autre. Bon, moi, j'ai mes préférences, évidemment, mais je les garde pour moi, puisque globalement, aujourd'hui, on a des anciens dans toutes les grandes maisons. Donc, voilà. Excellent. J'espère que je ne suis pas tombé dans le piège. Donc. Parfait. Pour le moment, est-ce que vous auriez d'autres questions? Non. Je pense que c'est terminé. Joël, en tout cas, merci. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je suis certain qu'ils vous remercient tous très chaleureusement. Ça a été vraiment un beau moment. J'ai pas vu l'heure passer du tout. On reçoit les messages qui rentrent de Virginie et Gomez, par exemple. Et très bonne présentation. Merci beaucoup. Merci de Nigel. Vous imaginez, Joël, vous avez même pu faire dépasser mon banquier de la MCB. Mon banquier m'adore, il s'est même déplacé pour venir assister à cet atelier. Joël, magnifique. On y rêve déjà, on s'y croit déjà. Je crois que on sera ravis de vous voir à l'île Maurice, à la fois en présentiel ou en distanciel, et de démarrer ce magnifique MBA ensemble. Donc, nous avons les inscriptions qui sont déjà lancées. Pas mal de personnes sont déjà inscrites tant en première année, mais aussi en deuxième année.
avec des profils extrêmement différents. Certains sont des directeurs d'opération dans l'industrie de l'automobile, d'autres sont dans l'hôtellerie de luxe, certains sont, je pense à Gillian Toussaint, qui est chez Fine Foods, dans l'univers du retail, de l'importation et du retail, la distribution des produits gastronomiques. Donc voilà, nous avons vraiment vraiment une grande hétérogénéité des différents profils. Merci à vous tous d'avoir été là. Joël, on reste en contact et on se verra très bientôt. Et si vous voyez Stéphane Ben, passez-lui le bonjour de ma part. Merci à vous pour cette invitation. J'ai été ravi et je suis impatient de développer cette collaboration et surtout d'aller à l'île Maurice, qui fait bien rêver. D'accord, très bien. Merci Joël. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.